Bon, d'abord, Saharamdankoum ou Sahasiamkoum. Bon, vous me prenez à froid comme ça. Vous savez, j'ai maintenant, ça me fait 32 ans où je suis sur le champ politique. Et donc, j'ai traversé des moments un peu compliqués, des moments, il y a des hauts et des bas. Et donc, forcément, j'ai plusieurs souvenirs qui se bousculent dans la tête. Mais s'il s'agit d'une période, il est évident que c'était la période des années 90, une période extrêmement difficile où on voyait malheureusement cette tragédie qu'on a vécue en direct. J'ai eu aussi des moments de joie, des moments de plaisir. La création de Jil Jadid en mars 2012, le 3 mars, le congrès était pour nous une très grande victoire. Ça faisait des années qu'on était derrière la possibilité de s'organiser légalement et on n'avait toujours pas le droit, on n'avait pas le droit de s'exprimer, on n'avait pas le droit d'agir politiquement. Et donc c'était un moment fort. Mais il y en a eu d'autres, il y en a eu plusieurs. Bon, je pense que ceux qui suivent un petit peu la politique peuvent se remémorer des moments compliqués. Il y a eu le 10 juin 2014 avec la réunion de l'ensemble de l'opposition algérienne qui a été un moment extrêmement fort. Il y a eu aussi 2017, le moment où on avait boycotté les élections législatives et on était allé à contre-courant de la décision de tous les autres partis politiques. Il fallait qu'on l'assume seul. Puis le 22 février 2019 était un moment d'explosion de joie. C'était peut-être probablement l'un des moments les plus où il y avait le plus d'émotions. Très probablement, ça faisait des années qu'on attendait de voir ce moment-là où les Algériens en masse allaient réclamer leur citoyenneté, réclamer la liberté de marcher librement dans la capitale. Je crois que c'était le tournant. Très vaste question. Oui, l'Algérie se trouve à un moment très particulier de son histoire où il y a plusieurs changements qui s'opèrent à plusieurs niveaux. Le plus significatif, le plus visible, le plus évident pour notre conscience, c'était cette fin d'un régime politique à la Merzen, hein, c'était Bouteflika, son sérail, et là, clairement, quelle que soit l'évaluation des uns et des autres, mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a des dizaines de hauts responsables politiques, militaires, administratifs ou d'hommes d'affaires qui se retrouvent face à la justice, beaucoup d'entre eux déjà emprisonnés. Donc c'est un effet politique, un changement capital. Bien sûr, tout le monde n'est pas encore content ou satisfait du résultat. Certains veulent beaucoup plus, d'autres sont contentes. Mais le fait est là et qu'il y a eu un changement comme jamais l'Algérie ne l'avait vécu auparavant, avec ce bouleversement au niveau humain au moins. Reste que au niveau institutionnel, au niveau législatif, il y a encore des choses à faire, à n'en pas douter. Ça, c'est au niveau politique. Maintenant, au niveau économique et financier, là, malheureusement, c'est parti dans l'autre sens. Depuis 2014 au moins, avec la chute des prix des hydrocarbures, l'Algérie est rentrée dans une phase où elle consommait ses réserves et sans avoir la capacité de produire, ne serait-ce que le niveau de richesse dont elle a besoin pour son entretien normal, quotidien. Et donc, petit à petit, nos réserves fondent. Et en parallèle, on n'a pas mis en place ni une économie, ni un fonctionnement qui soit apte à gérer l'avenir et même l'avenir proche, puisqu'il y a beaucoup de peur à ce sujet. Et déjà, on vit les prémices de ces difficultés-là, avec le manque de liquidité, avec l'affaiblissement du dinar, avec toutes les contraintes qui accompagnent un affaiblissement de l'économie du pays, d'autant plus que nous vivons le passage sanitaire avec la Covid-19 qui est extrêmement éprouvant pour tout le monde d'ailleurs, mais qui a affaibli et a durement touché l'économie algérienne. Il y a d'autres changements aussi plus importants.
tout aussi important, je veux dire, autour de nous, c'est cette instabilité chronique dans laquelle toute notre zone, la zone MENA, est entrée depuis maintenant des années. En fait, nous arrivons petit à petit à la fin de ces bouleversements qui a commencé avec l'Afghanistan, puis l'Irak, puis la Syrie, puis autour de nous la Libye, la Tunisie, le Sahel. Et donc nous vivons dans une région extrêmement instable, extrêmement difficile. Et là, ce n'est pas aussi simple à gérer. Et donc, ça pose quand même des défis très importants pour l'avenir. Enfin, l'Algérie aussi vit des bouleversements plus profonds qui ne sont pas très visibles pour celui qui ne fait pas attention. Ce sont ces changements de société qui sont venus à un rythme très élevé. Une société généralement change sur quelques générations, sur un siècle, 2 siècles. C'est ce qu'on fait ici à Djil Jadid, référence aux valeurs anthropologiques. Et l'Algérie, en un laps de temps très court, en une génération, a eu à affronter des changements, des bouleversements extrêmement profonds qui ont entraîné des crispations, des difficultés dans la société, une perception parfois extrêmement délétère de ce qui se déroule. Alors vous avez la dimension identitaire qui intervient, la dimension religieuse. On repose tous les fondamentaux non seulement d'un État, mais aussi d'une nation. Quelle doit être la place et le rôle de la femme, quelle doit être la place et le rôle de la religion, la place et le rôle de la langue, comment organiser tout ça, c'est quoi la laïcité, c'est quoi la démocratie, c'est quoi l'état de droit, où commence et où s'arrêtent les droits de l'homme, où commence et où s'arrête la liberté. Tout ça est venu de manière, j'allais dire, brutale et en même temps concomitante, ce qui fait que l'Algérien est soumis à des pressions incroyablement contradictoires, très fortes, très puissantes, et qui auraient pu entraîner le pays dans des conflits, et on l'a vécu dans les années 90, des conflits extrêmement violents et extrêmement durs. Mais petit à petit, le pays est en train de sortir de cette phase-là. On voit aujourd'hui, après la déflagration, on voit les conséquences. Il faut renettoyer tout ça, reconstruire, remettre sur pied des institutions réellement légitimes, remettre en place un courant de confiance à minima entre gouvernants et gouvernés, que la justice retrouve un peu ses marques, etc. Donc, nous sommes dans une phase très délicate où il y a eu convergence de changements multiples à différents niveaux, et il fallait un peuple comme les Algériens pour faire face à ça, sans qu'il y ait de dérapage gravissime. الخميسة يروحوا يخطونا بركات 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 روحنا عينا منهم خلاص بركات كلوا البلاد خلاص عينا ملينا شان تمرتنا ونحوا جارة عينا هرمنا كرهنا فمنا راب راسنا شاب قلبنا طاب عينا انا جو بريفير نموت هنايا كون نموت افيك ان كونسير في السبيطار تاعهم اللي السبيطار تاعهم مريض خلقونا عياونا كاش الخمسة ها كاش الخمسة عينا راب كاش الخمسة المسيرة بيضربوا فينا بالكاس حنا شعب واحد حنا نديروها سلمية يخلونا
تحيا البلاد تحيا البلاد. اون دوموند ان شونجمون، ماهيش مساله تاع بوتفليقه ولا كدايا، يخليونا. Sans complaisance aucune, le Hirak a donné une ouverture possible pour l'Algérie qui était à un moment presque inespéré. C'est incontestablement grâce au Hirak qu'il y a eu un changement d'équilibre au sein même du pouvoir, où on a vu quand même l'ancien régime s'effondrer comme un château de cartes, où des politiques antinationales qui auraient pu mener le pays très très loin dans une perte de souveraineté évidente. C'est le Hirak qui a mis un coup d'arrêt, c'est le Hirak qui a fait une pression exceptionnelle sur le pouvoir, sur toutes ces institutions, et c'est grâce au Hirak qu'il y a un début de changement, je dis bien un début. Or, ce changement peut être tout à fait bénéfique, mais il peut aussi échouer. Et c'est là où, malheureusement, certaines parties ont voulu utiliser le Hirak et nous renvoyer exactement au schéma du début des années 90, c'est-à-dire une opposition frontale entre des groupes qui réclament un changement et réclament le pouvoir à la place d'un pouvoir qui est sur place. Et cet affrontement peut mener ou aurait pu entraîner le pays dans une deuxième phase aussi violente que celle qu'on a vécue les années 90. Et c'est là où j'attire l'attention des Algériens. Oui, il faut savoir réclamer ses droits, il faut savoir réclamer la justice, la liberté, mais il faut savoir aussi préserver le cadre de vie commun. Et à trop vouloir tout en une fois, on peut risquer d'endommager ce qui nous réunit en tant que nation en formation. Nous n'avons pas encore stabilisé ce qu'est la nation algérienne de façon définitive. Il y a tous les ingrédients pour avoir un pays fort, pour avoir un peuple qui est lui-même courageux, qui a une grande résilience, mais qui n'a pas eu dans l'histoire l'occasion de créer sa propre civilisation à un niveau suffisamment élevé pour faire face aux défis qui viennent dans l'avenir. Donc, il faut comprendre et mesurer nos actes, nos demandes, nos exigences. Je pense que nous allons vers une chance exceptionnelle pour mettre en place une dynamique d'un changement positif. Et c'est là où il faut avoir beaucoup de tact, beaucoup de subtilité. Comment accompagner un régime en partie effondré, mais qui lui-même accepte l'idée du changement, mais comment l'accompagner dans ce changement sans remettre tout en cause, en particulier la sécurité du pays. Non, pas contre le retour du Hirak. Le Hirak, en tant que manifestation populaire, pour faire une pression populaire, pour que le changement s'accomplisse, il est évident que c'est une action qu'on ne peut que saluer et que soutenir. Le problème est que certaines parties qui ont infiltré le Hirak et qui veulent le dévoyer et pousser le Hirak vers la confrontation, vers l'affrontement, vers l'escalade, ça c'est un danger. Et d'ailleurs, malheureusement, beaucoup de jeunes qui se retrouvent aujourd'hui en prison sont les victimes de cette façon de pousser les gens vers l'escalade, alors qu'il y a d'autres moyens pour accompagner l'évolution et le changement
d'un pouvoir qui est maintenant face à une réalité, celle qui exige de lui la construction d'un nouveau régime politique qui prend en considération les exigences populaires d'un état de droit, de la démocratie, d'une justice indépendante, d'une liberté d'expression assumée, etc. Mais tout cela, pour arriver à ces objectifs, il faut ceux qui agissent, ceux qui construisent. On ne peut pas rester simplement sur des positions de refus radical, de confrontation systématique avec un pouvoir qui à ce moment-là se renfermera sur lui-même, reviendra par la force des choses et au nom de la légitimité du monopole de la violence par l'État, voudra remettre de l'ordre parce que le désordre, personne ne l'acceptera, et à ce moment-là, on perdra tout. On perdra les acquis, et peut-être même, on va donner toutes les bonnes raisons pour ceux qui, à l'intérieur du pouvoir, veulent au contraire la fermeture, veulent le contrôle de la société, refusent une évolution démocratique. Donc, aidons au contraire les institutions pour les accompagner vers un changement souple, acceptable par tous, et qui s'étalera très probablement sur un mandat, 2 mandats, mais 10 ans de changement progressif dans la paix, ça vaut beaucoup mieux que 10 ans de destruction telle qu'on l'a vu chez nos voisins, parce que la confrontation violente d'un côté et le dialogue ouvert de l'autre font la différence. La situation profitera d'abord à ceux qui, dans le pouvoir, ont peur du changement, parce que leur position est de dire que à chaque fois que le pouvoir essaye une ouverture, il a en face de lui le refus catégorique et des exigences qui ne peuvent pas être satisfaites. Et donc, on favorise la partie du pouvoir qui a peur et ne veut pas du changement, à titre de bonne foi ou de mauvaise foi, de bonne ou de mauvaise raison, peu importe. Mais ce qui nous importe ici, ce sont les faits. Exiger plus que ce que le pays peut accepter actuellement, c'est renforcer ceux qui, dans le pouvoir, ne veulent pas de l'ouverture. Ça profite également à ceux qui ont en tête une forme de révolution extrême où ils essayent d'affaiblir cette fois-ci non pas un pouvoir politique mais l'État en tant que tel, puisqu'ils ont instillé l'idée que l'État algérien est égal à l'institution militaire, que le pouvoir c'est l'armée, que le régime c'est l'armée, et que donc le Hirak doit taper sur l'armée. Et si on tape sur l'armée, en réalité, on tape sur l'ensemble de l'État. Et ça, c'est stratégiquement catastrophique, parce que si ça devait réussir, ça nous mènerait droit vers une forme de chaos, de désordre dans le pays. Je pense que c'est aussi le but stratégique de certains groupes évidents qui aujourd'hui apparaissent clairement dans cette stratégie-là, qui pensent que si l'armée est brisée, s'il y a un désordre général dans le pays, ils pourront reprendre la main grâce à des réseaux on va dire, il y a une tendance conservatrice dans le pays. Ils imaginent qu'à travers les anciens réseaux, ils pourront reprendre la masse populaire pour imposer leurs propres projets. Il n'y a pas de solution absolue. Et on ne va pas avoir une solution définitive et immédiate. Ça, il faut bien inscrire ça dans notre propre feuille de route. Notre objectif stratégique est d'aboutir à un État de droit, à une démocratie, à une modernité assumée dans le pays, avec l'égalité des chances, avec l'égalité entre les hommes et les femmes, avec une ouverture sur l'universel, avec la possibilité pour les Algériens de bénéficier d'un niveau de vie convenable, etc.
Ça ne vient pas avec une décision politique, ça viendra au fur et à mesure. Il faut faire résorber les zones de conflit extrêmes qui, au contraire, augmentent la crise et en même temps introduire les éléments de changement qui doivent venir progressivement. Je parlais tout à l'heure, il faut considérer entre 5 et 10 ans pour mettre le pays sur une orbite d'un pays moderne, sur la dynamique d'un pays moderne. Il faut accepter que ça se passe un peu avec le temps, mais si on devait exiger tout maintenant, là on peut entrer dans un cycle au contraire négatif et on irait vers à chaque fois la perte de ce qui était considéré comme des acquis. Donc, la feuille de route actuelle, c'est-à-dire la dissolution de l'Assemblée nationale, aller vers des élections législatives, mais avec une loi qui a créé des conditions favorables au changement. Il faut reconnaître les choses quand elles se font et arrêter de simplement réagir par réflexe conditionné, j'allais dire pavlovien. Voilà en face de nous une loi électorale qui fait que presque l'écrasante majorité de l'ancienne classe politique se trouve out. C'est le cas. Tous ceux qui ont fait 2 mandats aux élections législatives, 2 mandats de députés, ne peuvent pas concourir. Ensuite, vous avez l'introduction de la parité. Il est vrai que certains pourront me répondre, cette parité, au final, donnée par la loi, donc 50% d'hommes et 50% de femmes, mais n'est pas exigée totalement puisqu'il y a la possibilité de dérogation. C'est vrai, il y a la possibilité de dérogation, ce qui fait que de nombreux partis politiques n'ont pas respecté tout à fait la parité, mais il y a quand même une très grande évolution. À Jil Jadid, nous sommes sur l'ensemble des candidats, nous sommes aux alentours de 45% de femmes et 55% d'hommes. Et on a même introduit une demande de dérogation à la parité dans une wilaya qui est connue et réputée pour son conservatisme, en l'occurrence Gherdaya. Et cette dérogation, on l'a demandée pour que cette fois-ci, il y ait plus de femmes que d'hommes. Donc nous avons une liste à Gherdaya qui comporte 6 candidats, dont 4 femmes et 2 hommes. 4 femmes, et d'ailleurs, pour sortir de l'esprit un peu, j'allais dire, communautaire, et aller vers cette construction de la nation qui intègre tous les particularismes du pays, nous avons une liste mixte entre la communauté mozabite et la communauté chambi, 3 de chaque, 2 femmes de chaque et 1 homme de chaque, pour donner la symbolique quel doit être l'avenir du pays. L'avenir du pays doit être dans la nation algérienne où tout le monde a les mêmes droits, tout le monde a le droit de garder ses caractéristiques, les caractéristiques régionales, les caractéristiques culturelles, linguistiques, etc., mais comme étant des éléments constitutifs et complémentaires de ce que doit être la nation algérienne que nous sommes sommés de construire. Donc il ne s'agit pas de construire l'Algérie moderne, l'Algérie de l'avenir, sur les éléments du passé exclusivement. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais d'aller vers l'avenir avec quelque chose de nouveau, sans renier le passé, tout au contraire, en intégrant le passé dans une réflexion, une pensée, une vision de l'avenir de l'Algérie. Donc, c'est une voie par la symbolique, par l'acte politique. Je pense que c'est petit à petit qu'en apaisant les conflits entre les gens, en apaisant les conflits idéologiques, en dépassant les sensibilités, qu'elles soient régionales, qu'elles soient communautaires, en allant tous ensemble vers la construction d'institutions réellement représentatives, qu'on pourra petit à petit sortir de cette crise-là. Donc, si on profite de l'occasion
et c'est pour ça qu'on va dire une chance pour le changement. Si on profite de cette occasion pour les élections législatives, on aura une assemblée majoritairement jeune. Vous avez 50% des candidats moins de 40 ans. La majorité des candidats vont être des universitaires. Il y a un bond qualitatif conséquent dans la compétence lorsqu'on étudie les listes de candidatures. Il y a un équilibre entre hommes et femmes. Et puis surtout, on se débarrasse des anciennes figures politiques, quel que soit leur rôle par le passé. Tout ça nous donne des éléments factuels, concrets, pour avoir une assemblée nationale plurielle, ouverte à la société civile, je l'espère sincèrement, majoritairement jeune, avec un élément féminin conséquent. Après les élections législatives, on devra à ce moment-là s'orienter vers un nouveau gouvernement, je l'espère pour ma part, un gouvernement de compétences, un gouvernement rajeuni, un gouvernement qui se débarrasse des anciennes scories de l'ancien régime. J'ai entendu certains leaders de partis politiques réclamer éventuellement un gouvernement d'union nationale de manière à faire cette phase de transition, parce que nous sommes réellement dans une transition politique de reconstruction des institutions où il s'agit de créer des consensus sur des questions de fond dans le pays. Ça demande du temps, ça demande un dialogue, ça demande de la tolérance, ça demande à ce que chacun écoute l'autre, ça demande le respect, on doit se respecter entre nous. Et puis il faut arrêter de considérer que chacun détient la vérité absolue et qu'on est passé du takfir au takhwin. Et ça doit s'arrêter, ça. Et il faut considérer les Algériens dans leur pluralité, dans leur propre choix. Il faut les respecter. Ceux qui sortent de la loi, ceux qui détournent l'argent, ceux qui prennent les richesses du pays indûment, ceux-là, il faut les amener à la justice. Mais tous les autres qui, de bonne foi, ont participé à la vie politique, il ne faut pas commencer à condamner maintenant systématiquement les gens, même si, et à l'évidence, nous n'étions pas d'accord. Adil Jadid, nous étions complètement radicaux contre un régime qui s'était sclérosé, qui ne voulait plus changer, qui avait à sa tête un alibi, qui n'était pas un président de la République, mais juste un paravent, un couvre-chef pour des voleurs. On en a fini avec cette étape. Il faut maintenant passer à autre chose. Je pense qu'il y a des éléments très concrets sur lesquels on peut construire cet avenir-là. Il faut se parler, s'écouter, laisser les gens défendre leur vision, ouvrir les médias, et simplement ceux qui interviennent doivent comprendre que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Lorsqu'on refuse de subir l'acharnement, le harcèlement, le comportement des autres, il faut s'interdire de le faire pour les autres aussi. Sauf il y a une difficulté à définir les choses. C'est quoi finalement le système algérien? Est-ce que quelqu'un peut vraiment nous décrypter un système? Est-ce qu'il est théorisé? Est-ce qu'il est écrit? Je pense que le système algérien, c'est un ensemble de pratiques qui reflètent fondamentalement la culture ambiante. Il faut qu'on se parle, qu'on se dise des vérités. Il faut arrêter de croire que la société algérienne est parfaite, idéale, angélique, et que nous avons un pouvoir méchant, voleur, oppressif. Non, le pouvoir algérien depuis toujours, depuis son histoire, est une partie émergée de la société algérienne. Ces gens-là ne viennent pas de la planète Mars. Ils sont nés ici. Très souvent, ils sont d'extraction populaire. Vous avez des dizaines et des dizaines de ministres qui ont passé leur enfance dans la pauvreté. C'était le colonialisme, ils ont connu les difficultés, puis ils ont progressé. Certains ont progressé par la force de leur intelligence, d'autres par la brutalité, d'autres par les manigances. C'est ça notre société. Il ne faut pas croire que nous avons une société
absolument parfaite, et je ne sais qui nous a envoyé un pouvoir méchant. Donc, il y a cet aller-retour, il y a une dialectique entre une société qui est en plein bouleversement, qui ne s'est pas stabilisée, qui a encore des tiraillements en elle-même. Elle est tiraillée par le passé, par l'avenir, par la dimension religieuse, par la dimension identitaire. Il y a les conflits intergénérationnels, il y a le conflit entre hommes et femmes. Nous étions dans une société traditionnelle qui est asymétrique, qui se faisait dans un cadre, j'allais dire, géographique et géopolitique qui n'existe plus. Nous ne sommes plus dans une société traditionnelle, mais nous ne sommes pas dans une société moderne. Et ce passage-là a causé des dissensions dans la société, des crispations. Nous avons vécu les drames et la tragédie des années 90. Et il faut comprendre que ce n'est pas une histoire simplement de gens qui, au nom de Allahu Akbar, veulent tuer et couper les têtes, et de l'autre côté, des militaires mafieux qui veulent tuer le peuple. Ça, ce sont des caricatures qui n'expliquent pas la réalité d'un peuple. Quand vous prenez de la distance, vous allez comprendre que c'est un peuple qui a été en souffrance pendant des siècles, qui n'est pas arrivé à faire émerger sa culture parce qu'il y a eu des contraintes exogènes qui l'ont empêché de potentialiser ses capacités, de s'épanouir, et que nous sommes dans cette phase-là où on se débat. C'est un peuple qui se débat, il vit des soubresauts. Et donc vous avez des Algériens qui sont atomisés. Regardez les difficultés pour organiser des partis politiques stables, pour organiser des institutions, pour organiser une société civile, même à l'intérieur de ce qui est l'opposition la plus radicale, qui estime que c'est toujours le pouvoir qui l'empêche de vivre, mais même entre elles, elle se met les bâtons dans les roues, elle est en conflit. Et ce n'est pas toujours un problème de leadership, ce n'est pas toujours un problème d'ego. Bien sûr que ça peut exister, mais il y a aussi des problèmes d'idéologie. Il peut y avoir une idéologie islamiste, une idéologie libérale, une idéologie laïque, une idéologie identitaire, et même une idéologie narcissique. Il y a de tout. Et il faut faire avec. La politique, l'art est un art pour essayer de régler les conflits. C'est avant tout comprendre les forces en présence, et ensuite l'art du possible, comment concilier ces différentes forces en présence. Donc la politique, ce n'est pas pousser à la confrontation des rapports de force. Ce n'est pas toujours très intelligent. Là, c'est jeter de l'huile sur le feu. Mais c'est la capacité à tolérer toutes ces forces-là qui existent parce qu'elles sont légitimes en soi, et essayer de trouver toujours des terrains d'entente pour concilier ces forces et les mettre en situation de travailler en synergie et non pas systématiquement en opposition. Malheureusement, les peuples, lorsqu'ils se mettent en grande opposition, ils détruisent leur État et leur pays et leur peuple. Voyons l'exemple de la Syrie. Bien sûr que certains vont vous dire, la Syrie, c'est l'intervention exogène. Oui, bien sûr qu'il y a des interventions exogènes, il y a des interventions des puissances, et des puissances en contradiction. C'est un abcès de fixation par rapport aux conflits géopolitiques, mais ces conflits géopolitiques ne peuvent exister et ne peuvent se focaliser à l'intérieur d'un peuple que si celui-ci endosse et accepte d'être dans l'enjeu des puissances mondiales. C'est ce qui se passe aussi en Libye. Ce sont des peuples qui finalement, à force de nourrir la haine qu'il y a entre les différentes sensibilités et les différentes particularités qui composent ce pays, eh bien ces haines-là finissent par le déchirer et ouvrir la porte à l'intervention extérieure. Donc attention, attention, ne disons pas que non, mais l'Algérie, il ne se passera rien, on est toujours un pays particulier, on a une résilience, une résistance. Il faut sortir des mots.
et il faut aller vers le réel. Le pays est en difficulté, le pays est en pleine transformation, on subit de plein fouet une crise mondiale, le changement climatique qui entraîne le stress hydrique, le changement de la transition énergétique qui fait que le pétrole va peser de moins en moins sur le plan international et donc on aura de moins d'entrées. La transition énergétique à laquelle on n'est pas préparé, le chômage est terrible dans le pays. Il ne faut pas applaudir parce qu'il y a des grèves, quelles qu'elles soient, en pensant que les grèves vont affaiblir le pouvoir et renforcer le hirak et on va faire tomber le pouvoir. Je crois que c'est des calculs trop mesquins. Au contraire, il faut voir ces grèves-là comme étant des symptômes d'une situation grave pour le pays. Et on a besoin d'apporter des réponses. Et ces réponses économiques, sociales, culturelles, de développement, ne peuvent être enclenchées que si on règle le problème politique. Et le problème politique ne peut être réglé que s'il y a un dialogue, un renouvellement des institutions, une participation à la vie politique de manière active. Il faut éduquer le réflexe de l'Algérien pour qu'il devienne citoyen à tout point de vue. Ça, ce sont les grands défis devant nous. Oui, à partir du moment où on avait politiquement décidé que la meilleure issue pour le pays était d'accepter d'aller vers des élections législatives conditionnées par un certain nombre, bien sûr, de balises. À partir du moment où c'était cela notre choix, il fallait se donner les moyens pour aller concrétiser cette décision-là. Ça a commencé par le recueil des signatures. C'était une période, je le reconnais, éprouvante, difficile, parce que nous sommes un parti politique qui, malgré sa présence médiatique, n'avait pas encore eu l'occasion de tester sa base dans les wilayas, n'avait pas eu encore l'occasion de voir quel est son poids à l'intérieur du pays. Vous savez très bien comment ça se passe. Tous ceux qui ont une vie dans un parti politique le savent. Vous avez beaucoup de courage, il y a de l'engagement, il y a de l'ambition, mais devant des situations difficiles, ce n'est pas très simple. Nous avons quand même réussi à réunir sur une cinquantaine de wilayas l'équivalent de 38 000 signatures, dont malheureusement plus d'un tiers, je pense, ont été annulés. Et là, on rentre dans un autre problème. L'autorité nationale indépendante pour les élections, qui a géré cette opération, elle-même est très récente, de création récente, n'a pas d'expérience par le passé. L'ANI a voulu jouer une transparence totale et donc elle a mis en place un système des logiciels qui détermine tout. C'est la machine qui détermine et ce n'est plus les hommes. Et lorsque vous vous présentez au niveau de la délégation de l'ANI, au niveau de la wilaya, ils vous réclament un CD dans lequel sont répertoriés l'ensemble des signataires que vous avez par ailleurs présenté sous forme de parrainage physique. Ils mettent le CD dans le système informatique et immédiatement, s'il y a des noms en doublon, ils vous font tomber les noms de votre liste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que beaucoup de listes de candidats, qu'ils soient dans les anciens partis essentiellement ou même des candidats libres, beaucoup d'entre eux sont dans les institutions locales, dans les mairies, dans les... Et comme vous le savez, on est en Algérie, ils peuvent se servir, quand c'est possible, de fichiers disponibles, etc. Or, comme ils ont la facilité pour avoir ces listes-là, ils les présentent à l'ANI et ça devient, les premières listes deviennent les listes étalons. C'est-à-dire toutes les listes qui viennent après et qui comportent des noms qui sont déjà présents dans la première liste, ils font tomber les noms dans la
liste qui suit, mais pas dans la première liste. Et ça, on en a beaucoup souffert, parce que nous, il nous fallait un minimum de temps pour réunir et recueillir les signatures une à une. Il fallait aussi accéder à la légalisation qui pose un problème. Tout le monde sait qu'il n'y a pas un engouement populaire pour les élections et que donc beaucoup de gens qui donnent la signature sont prêts à vous signer le document mais n'ont pas envie de se déplacer à la mairie, présenter la carte d'identité, faire parfois attendre, faire la chaîne. Et donc, ce que tout le monde a fait, on réunissait les documents globalement, puis on les menait au niveau de la mairie pour légaliser. Et là, on a rencontré beaucoup de difficultés. On savait très bien que pour certains, c'était légalisé sans aucun souci. Pour d'autres, c'était beaucoup plus difficile. C'était notre cas. Il est vrai que l'ANI a proposé que d'autres puissent légaliser parmi, par exemple, les huissiers, les notaires et d'autres catégories de fonctionnaires. Malheureusement, ces catégories de gens, de professions, c'est des professions libérales. Ces gens n'ont pas le temps de mettre à côté leurs clients et de légaliser des parrainages où il faut que les gens se présentent. Bon, vous imaginez, dans un cabinet de notaire, il a ses clients pour traiter des affaires de notariat, et puis il va leur dire non, non, arrêtez, j'ai une file de 50 personnes, je vais leur signer, légaliser leurs documents, et gratuitement, puisque la loi exigeait gratuitement. Donc petit à petit, les gens ont compris que ce n'était pas une voie fiable. Donc voilà, difficulté à légaliser. Ça a donné plusieurs tours d'avance aux partis politiques qui avaient des élus locaux auparavant. Et à Jil Jadid, on a été très comment dire, désavantagés par ce phénomène-là. Donc ensuite, au niveau de l'ANI, on nous fait tomber beaucoup trop de noms parce que, semble-t-il, ils avaient déjà signé par ailleurs pour d'autres listes, ce qui n'était pas le cas. Nous avons eu même des cas où le candidat lui-même a vu sa signature tomber, c'est-à-dire qu'elle avait été utilisée auparavant. Bon, je comprends qu'au niveau de l'ANI, puisqu'il y avait eu des logiciels assez compliqués, ils ne peuvent pas remettre ça en cause, parce que s'ils interviennent d'un point de vue humain, ils interviennent à bon escient parfois, et ensuite on libère la voie à d'autres. Nous avions dû subir cet état de fait. La conclusion est que le jeudi 22 avril, à midi, la date limite de dépôt des listes, Jil Jadid avait eu ses 25 111 exactement signatures à ce moment-là, mais on avait encore d'autres signatures en cours puisque le chiffre a changé depuis. L'essentiel, c'est qu'on avait gagné notre pari. Donc on sera présent jusqu'à présent, on a déposé 50 listes, dont 4 listes à l'étranger, c'est-à-dire les 4 circonscriptions électorales. Il y a France Nord, France Sud, les Amériques et le reste de l'Europe, et également Monde Arabe, Asie, Afrique. Donc nous avons déposé les 4 listes, toutes des listes qui répondent aux critères de la loi, tous des universitaires. Nos listes sont à 90% des universitaires, alors que la loi exigeait le tiers. Majoritairement jeunes, au-delà de ce qu'avait exigé la loi, pratiquement à la parité pour femmes. Donc nous sommes contents pour cette première phase, d'autant plus que lorsqu'on approchait les gens pour les signatures, malgré toute la pression qu'il y avait, les gens acceptaient avec bonne humeur de nous signer, ce qui était un bon signe. Reste un bémol, je suis obligé de le dire, nous n'avons pas eu le plaisir et la chance d'avoir une liste à Béjaïa, on le regrette. Moi je comprends très bien que cette région, pour des raisons multiples et souvent légitimes, qu'elle se sente lésée, qu'elle n'est pas contente du pouvoir, etc. Mais je pense aussi que c'était du droit des partis politiques qui sont représentés dans cette région et des citoyens de cette région qui ont un autre point de vue, même s'il devait être minoritaire, qui doit être respecté.
Nous avons une liste à Tizi Ouzou, nous avons une liste à Bouera, nous avons une liste à Boumerdes, à Alger, etc. Celle de Béjaïa, plusieurs de nos militants qui étaient candidats au dernier moment et sur pression ont dû retirer leur dossier. Et ça, je le regrette. Non, ce n'est pas la région qui est antidémocratique. Il s'est formé pour des raisons tout à fait compréhensibles et légitimes. Il s'est formé une forme de rejet du politique parce que cette région a considéré qu'elle a été marginalisée et essentiellement sur le plan identitaire. Comme vous le savez, tout est réaction et contre-réaction. Et donc, il s'est formé des élites locales qui se sont radicalisées avec le temps. Et encore une fois, moi, je ne les critique pas en tant que telles, mais je pense qu'il y a d'autres voies qui seraient plus porteuses pour l'avenir. Et je peux le dire aussi, je l'ai écrit et je l'ai dit, il y a un courant d'extrême droite identitaire qui s'est développé dans cette région. Et ce courant, comme il s'en développe dans beaucoup d'autres pays, pas uniquement là, est un courant qui va bien au-delà de la réclamation de la reconnaissance de la dimension linguistique, culturelle et pour certaines particularités de la région. Je rappelle qu'à Djil Jadid, depuis la création, dans notre programme, nous avions inclus dès la création du parti la reconnaissance en tant que langue nationale et officielle de Tamazight. Et nous avions toujours défendu cette région-là lorsqu'elle a subi des excès de langage par d'autres courants politiques. Mais je dois aussi le dire que sur les derniers temps, nous avions subi, en tant que Djil Jadid, des attaques incompréhensibles et extrêmement violentes de la part de certaines élites que j'ai qualifiées d'extrême droite identitaire. Et je le regrette d'autant plus que, quoi qu'il en soit, la Kabylie est une composante essentielle de l'Algérie et qu'il ne peut pas être imaginable de construire un autre État ou un autre pays dans cette région-là. Ce n'est ni physiquement, ni culturellement, ni sociologiquement, ni humainement, ni rien ne peut le justifier. Et donc, au nom d'une utopie que portent certains groupes, s'attaquer à ceux qui ont un projet qui est au contraire consensuel, qui a donné depuis toujours, qui a tendu la main fraternelle à cette région, qui a compris ses propres souffrances, attaquer ces partis-là est un non-sens et n'est pas, comment dire, ni raisonnable ni efficace. S'il y a une région dans laquelle j'ai fait beaucoup de conférences, c'est bien la Kabylie. Rien que la dernière année, en 2019 et sur 2020, j'ai dû faire au moins 6 conférences à Béjaïa. J'en ai fait à Tizi Ouzou, dans plusieurs régions, à Bouera, etc. Et donc, à Djil Jadid, nous n'avons absolument aucun problème de type idéologique ou ethnique ou culturel avec cette région. Beaucoup de nos cadres proviennent de cette région-là, qu'ils soient ici au niveau de la direction nationale. Le premier secrétaire était un ancien membre du FFS. Nous avons beaucoup de cadres qui étaient au FFS anciennement et qui nous ont rejoints.
Je pense que c'est le moment d'apaiser ce type de relations et que je réitère, ce n'est absolument pas la région en tant que telle, ce n'est pas la Kabylie. Moi, j'y vais fréquemment, j'ai passé même mes vacances familiales puisque on ne pouvait pas aller ailleurs. Donc j'étais en Kabylie, les gens sont extrêmement, comment dire, vous reçoivent avec beaucoup de générosité, ils sont compréhensifs. Il n'y a aucun souci, mais le problème c'est qu'il y a un courant idéologique qui veut pousser cette région vers des positions extrêmes. Et je pense que ce n'est pas de l'intérêt de l'Algérie en tant que telle, et ce n'est pas de l'intérêt de cette région. Bon, je pense que le MAC regroupe des cadres. Je ne sais pas jusqu'à quel degré la majorité pense vraiment aller jusqu'au bout du slogan ou de la dénomination. Mais je pense que beaucoup d'entre eux est une façon de manifester leur mécontentement par rapport à la situation qui a été faite à la Kabylie et surtout par le passé. Mais certains éléments du MAC sont porteurs d'un discours qu'on ne peut pas accepter. Et il faut le dire sincèrement, parce qu'il alimente les tensions. Et on a vu comment ces derniers temps, comment le MAC s'est retrouvé au centre de polémiques et où beaucoup de citoyens, même des activistes politiques qui ne sont pas du MAC, mais qui sont dans la région, qui ont été amenés à se solidariser du MAC, alors que sur le fond, ils ne sont pas d'accord avec son objectif. Et donc, ce type d'opération est contre-productif. Il faut au contraire aller vers de la pédagogie, il faut aller vers la fraternité, il faut aller vers l'ouverture, il faut aller vers l'explication que, bien entendu, cette région-là a droit à défendre sa culture, sa langue, qu'elle participe à la vie nationale sans aucune, comment dire, sans aucune discrimination, et c'est le cas. Il faut le dire. Beaucoup de cadres, qu'ils soient politiques, économiques, qui viennent de cette région et qui vivent paisiblement partout dans le pays. Bien sûr qu'il peut y avoir des réactions d'incompréhension, il peut y avoir, mais je pense qu'il y a toutes les bonnes raisons pour travailler à apaiser ce problème-là de part et d'autre et à sortir de ces courants identitaires qui sont aussi de l'autre côté. J'en ai parlé du courant identitaire, d'extrême droite identitaire, dans ceux qui sont pour une amazirité radicale, mais il y a aussi un courant arabiste identitaire et d'extrême droite. Et on l'a vu à l'œuvre. Et ça, il faut mettre une fin à ce type de comportement, mais par le dialogue, par la démocratie. La démocratie, c'est essentiellement cette capacité à être tolérant avec un avis contraire au sien, sans stigmatiser, sans incriminer, sans accuser de trahison. Il faut accepter, nous sommes dans une situation extrêmement complexe, mouvante, difficile. Je comprends pour certains, ils sont déchirés, mais c'est le moment où il faut faire passer la sagesse avant l'intérêt personnel. Et si vous permettez, je rajoute une seule chose. Nous avons tellement été accusés de trahison et d'avoir tourné la veste et de ce type de discours et d'opportunisme. Sincèrement, franchement, lorsque le pays était sous le sérum de l'argent, lorsqu'il y avait de l'argent qui coulait à flot, qu'il y avait une bonne partie de la population était contente de sa situation, que les partis politiques acceptaient le pseudo-jeu démocratique et acceptaient les quotas, etc.
Vous pensez que Dil Jadid n'aurait pas pu profiter et être opportuniste? Nous avions considéré à ce moment-là qu'il fallait réveiller les consciences, qu'il fallait coûte que coûte attirer l'attention des citoyens que la voie dans laquelle on était dangereuse pour l'avenir du pays. Et nous avions pris beaucoup de risques. Ce n'est pas pour étaler ici les choses, mais dites-vous bien qu'en 2016-2017, boycotter, sortir dans la rue, faire des manifestations, lorsque le pouvoir était au sommet de sa puissance, ce n'était pas donné à tout le monde. Et puis du coup, une fois que le peuple a compris qu'il est sorti en masse dans la rue, qu'il réclame le changement, c'est tellement facile de se mettre là au milieu de la population, de répéter les slogans et de dire le peuple crie, je crie avec le peuple, et de préserver son image. Alors que aller à contre-courant, essayer d'apporter de vraies solutions de fond, mettre au péril sa propre image, si c'est ça de l'opportunisme, je pense qu'il faut réviser notre approche. Je pense que l'opportunisme, c'était ceux qui étaient députés du temps de Bouteflika et qui aujourd'hui font montre d'un excès de zèle dans le radicalisme. Mais quand on était dans les moments faciles dans l'opposition et dans les moments difficiles, on essaye d'aller à contre-courant pour construire l'avenir. Je pense que c'est l'inverse de j'ai vu que le MDN, dans un premier communiqué, avait qualifié ce mouvement de terrorisme et qu'il a rapidement changé et qu'il a mis un mouvement séparatiste. Je pense que c'est plus raisonnable. Maintenant qu'il y ait des personnes à l'intérieur du MAC ou sous couverture du MAC qui peuvent être aussi dans des agendas autres que celui du MAC et qui peuvent appeler à la violence ou passer aux actes, ce n'est pas exclu. Je rappelle simplement qu'il y a eu un premier discours donné par le premier responsable du MAC qui laissait penser à tous qu'il y avait l'intention de monter des structures de contrainte, puisque c'est le terme qu'il avait. Et ça crée des confusions. Même s'il n'avait pas l'intention d'aller jusque-là, mais je pense que ce type de discours crée de la confusion, peut entraîner certaines catégories de jeunes qui sont en difficulté, peuvent s'accrocher à ce type de choses. La situation étant compliquée, n'oublions pas qu'il y a eu un autre mouvement qui lui aussi a été accusé d'actes de terrorisme, et il faut le reconnaître, qui jette de l'huile sur le feu depuis maintenant plusieurs mois, en tout cas depuis le Hirak. C'est un mouvement qui a fait en sorte de liquider tout autre opposant qui portait un autre discours, qui est passé du takfir au takhwin, qui a agi avec des moyens qui ne peuvent pas être des moyens de simples militants, qui essaye d'imposer son idéologie sous couvert d'un discours de démocratie. Tout ça ne passe pas. Et arriver à aller vers un objectif, créer le chaos dans le pays pour pouvoir ensuite changer la nature de l'État algérien, ça c'est aussi inacceptable. Donc quand vous avez un État qui est pris en étau par des extrêmes, chacun pour ces raisons-là, l'État est en situation de monopole de violence et il doit défendre un minimum de stabilité pour le pays et jouer à la victime tout en voulant créer le désordre est une méthode qui n'est pas bonne. Il y a eu des propositions de dialogue qui ont été systématiquement refusées, il y a eu des ouvertures qui ont été systématiquement refusées. Ensuite, on inverse le discours pour dire que c'est l'autre qui refuse tout changement, l'autre refuse le dialogue. Non, il faut rester cohérent et il faut surtout assumer et être responsable de ses positions. Parce que c'est trop facile
de dire une chose et son contraire, juste pour se donner le beau rôle, mais entre-temps, on a fait des dégâts dans la société. Nos ambitions sont celles d'un parti politique qui a conscience qu'il apporte un vrai projet politique pour l'Algérie, un projet qui peut préparer un consensus dans le pays. Mais nous savons aussi que l'électorat est très perturbé, qu'il y aura de toute façon un taux d'abstention conséquent, que la confiance n'est pas encore là, que les gens n'écoutent pas encore ce qui se dit. Le réflexe systématique est de classer tout le monde dans le même sac et de refuser tout le monde. Mais je pense que petit à petit, on reconstruira avec d'autres une institution qui gagnera en légitimité, qui remettra les citoyens en confiance. C'est notre pari, c'est ce qu'on souhaite. Donc, cette élection-là sera pour nous l'occasion, je l'espère, non seulement de prendre plus d'ampleur dans le pays, mais de sortir avec un groupe représentatif à l'intérieur de l'Assemblée qui nous permettra d'abord de défendre cette voie vers la modernité et la démocratie où on se retrouve pratiquement les quelques rares représentants, hein. Je ne vais pas dire le seul, Djil Jadid, le seul représentant, mais probablement parmi ceux qui sont les plus en vue de ce courant-là dans cette course. Il faut défendre cet état de droit à construire, même si beaucoup de nos amis restent boycotteurs, mais je pense que demain, ils sont preneurs s'il y a une évolution positive pour le pays. Je ne pense pas qu'ils soient dans un état d'esprit destructeur où ils veulent tout casser, mais au contraire, par leur pression, ils espèrent qu'il y ait une évolution positive. Mais cette évolution positive doit être portée aussi à l'intérieur des institutions. C'est pour cela que nous disions, il faut que l'esprit du Hirak qui est dans la rue doit être transféré ou translaté à l'intérieur des institutions pour réellement pousser au changement à travers les institutions. C'est ce que nous essayons de nous assigner, c'est ce que nous ferons en tout honneur. On le fait sur la base de nos principes, sur la base de nos convictions. J'espère que les Algériens vont comprendre qu'il faut sortir de ces discussions trop simplistes et trop faciles où ils alignent les gens comme ça, pro-pouvoir, anti-pouvoir, opportunistes, pas opportunistes. Il faut qu'ils réfléchissent un peu plus profondément et qu'ils comprennent que nous sommes porteurs d'un projet. On ne va pas réclamer la majorité aujourd'hui, on ne l'aura pas et on n'est pas à ce stade-là. Mais nous travaillons pour que notre projet devienne majoritaire dans le pays avec le temps et qu'il puisse offrir réellement une issue salutaire et d'avenir pour le pays. Oui, alors rappelez-vous, dès la venue du président de la République, assez rapidement, il m'avait reçu, comme il avait reçu d'autres personnalités politiques, ce n'était pas exclusif, et j'avais très rapidement posé la question des détenus du Hirak à ce moment-là. Et le président de la République avait promis qu'il ferait tout son possible dans le cadre de la loi pour alléger ces peines-là. Et très rapidement, il y a eu la libération de plusieurs hirakistes qui avaient été mis en prison parce que tout simplement, ils avaient porté l'emblème MSR. La réaction de ceux qui parlaient au nom du Hirak, là aussi, il faut faire beaucoup de distinguo. Le Hirak n'est pas quelque chose d'unique et d'homogène, et ceux qui parlent le plus ne sont pas forcément représentants, et encore moins de l'ensemble du Hirak. Mais ceux-là avaient refusé en disant que ces détenus étaient des détenus à tort, ils étaient détenus de manière illégitime, donc les libérer, ça ne compte pas. Ce n'est pas un pas, ce n'est pas une ouverture. Pour nous, le président est illégitime et on ne veut pas parler avec lui. Il libère les détenus, c'est son affaire à la limite. Bon.
j'ai trouvé déjà que c'était une réaction excessive. Le président n'avait rien à voir avec les arrestations avant son élection. On peut porter un regard critique sur l'élection en elle-même, vu les conditions dans lesquelles ça s'est déroulé, etc. Ça, c'était de leur droit. Mais refuser de le rencontrer et refuser d'accepter la libération des détenus comme étant un geste de bonne volonté, c'était fermer la porte à toute possibilité de dialogue. Il n'empêche, malgré les salves de critiques que j'ai subies à ce moment-là et que le parti avait subies, nous avons persisté et c'était à ma demande, j'ai été le revoir à la fin du mois de mai. Et je n'avais pas rendu public à ce moment-là ma position, la rencontre en tout cas, et ça a coïncidé avec, comme souvent, avec une fake news me concernant, ayant déformé des propos que j'ai tenus sur une chaîne satellitaire étrangère où j'avais expliqué que l'ampleur des détenus d'opinion n'était pas celle que l'animateur voulait présenter. C'était une chaîne à ce moment-là qui appartenait à un pays un peu en conflit par rapport à l'Algérie sur la Libye. Mais j'avais dit que oui, en Algérie, il y a des détenus politiques, mais pas de l'ampleur décrite par le journaliste. Ils ont déformé mes propos en m'accusant d'avoir nié la présence de détenus politiques. Ce qui m'avait amené alors à révéler ma rencontre avec le président de la République qui venait de se dérouler et la promesse qu'il m'avait tenue, qu'il avait donnée pour la libération au moins de 2 noms, de 2 personnes. Quand je l'ai annoncé à l'opinion publique, c'était des attaques absolument odieuses, y compris de certains de ceux qui ont bénéficié de la libération et de leurs avocats. Ce qui me paraissait un comble, puisque les avocats me reprochaient de m'être immiscé dans des procédures judiciaires et donc que le politique n'avait pas le droit d'intervenir. Alors que tout le monde disait que c'était une arrestation politique et qu'on devait en finir politiquement. Et là, il y a eu des campagnes où Rachad, le courant identitaire dont j'ai parlé tout à l'heure, certaines des personnes, pas toutes, qui avaient bénéficié de la mise en liberté, leurs avocats, des journalistes, c'était insensé. C'est absolument inacceptable. Bon, on l'a assumé, mais depuis, on s'est dit, puisqu'ils ont besoin de prisonniers pour nourrir leur fonds de commerce, hein, la réalité est là. C'est que ceux qui ont voulu être des porte-parole du Hirak ont utilisé toujours pour mobiliser les citoyens, pour mobiliser l'opinion internationale, pour mobiliser les organisations non gouvernementales, ils devaient avoir besoin de détenus politiques. Ce qui était en soi une erreur de la part du pouvoir, de garder surtout des gens qui n'avaient rien fait, mais c'était aussi un levier de chantage de la part de ces gens-là, puisque à chaque fois que le pouvoir libérait des détenus, il leur était répondu vous l'aviez fait parce que nous avions fait pression. Donc, nous arrivons par la pression à vous défaire. Et donc, on va appeler à une plus forte mobilisation et l'escalade pour vous faire tomber. Et donc, cette logique systématique où on doit entraîner le bras de fer ne pouvait aboutir qu'au durcissement de la position de l'État. Et je vous le dis sincèrement, si j'étais moi-même, si je devais prendre une décision, je n'accepterais pas qu'on entraîne le pays dans un désordre au nom d'une liberté débridée qui n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, je suis libre de faire ce qui me plaît, y compris de vous attaquer et de détruire les gens. Non, ça, ce n'est plus ni de la démocratie, ni l'état de droit, ni de la justice. Donc à partir de ce moment-là, on estime qu'on n'a plus à intervenir
dans des cas de ce type-là. Et surtout lorsque les personnes qui sont impliquées dans cela, et je regrette profondément pour eux, mais lorsque elles-mêmes vous critiquent sur ce sujet-là. Donc je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. Moi, j'aurais été pour qu'il soit jugé, même si physiquement, il n'est plus en situation d'être jugé, tout le monde le sait. Mais en tout cas, cette période-là doit être analysée, doit être autopsiée. Elle se fait à travers, il y a son propre frère qui avait pris en charge le pouvoir en réalité, mais il y a tout l'entourage. Vous avez 2 ou 3 ex-premiers ministres en réalité. Vous avez plusieurs ministres, plusieurs officiers de l'armée, des services. C'est un séisme politique. Et donc, le procès du régime Bouteflika est en train de se faire. Il s'est fait et il est en train de se faire. Peut-être que les Algériens n'en ont pas vraiment conscience parce qu'ils ne perçoivent pas directement. Mais ce qui se passe, c'est complètement incroyable pour l'Algérie. Donc, je pense qu'avec le temps, les gens vont petit à petit s'apercevoir que le changement va venir par d'abord la composante humaine qui, par son éducation, son niveau, son instruction, va insuffler quelque chose de nouveau à l'intérieur des institutions. Et que petit à petit, les institutions constitutionnelles doivent prendre toute leur place, doivent récupérer toutes leurs prérogatives légales, et que de cette façon, on rentre dans le moule d'un état de droit comme partout ailleurs. Cette constitution, je vous assure qu'elle peut être classée parmi des constitutions extrêmement intéressantes et extrêmement qui appelle à la construction de l'état de droit. Maintenant, il s'agit de la mettre en application. C'est ce que nous disions au moment du référendum. Oui, cette constitution apporte beaucoup d'éléments nouveaux et intéressants. Encore faut-il que la société en tant que telle l'intègre et la mette en pratique. Et là, c'est de notre ressort à tous, c'est notre responsabilité à tous. Écoutez, nous sommes à l'aube d'un changement qui se fait peut-être au forceps, un peu difficilement. Je comprends parfaitement qu'il y ait beaucoup de méfiance de la part de larges franges de la population. Je comprends aussi que c'est le moment où des idéologies se sont activées, chacune essaye de gagner ses parts de marché. Mais je pense aussi que dans cette douleur-là, le pays est en train d'avancer. Sa société est en train de changer. Le comportement des citoyens évolue qualitativement. Vous avez des hommes et des femmes qui rentrent dans la modernité. Encore faut-il aider cette société à comprendre ce qu'est une modernité et à construire une modernité algérienne. On n'est pas obligé de retranscrire les modernités d'ailleurs et les ramener ici. Il faut aller vers la stabilisation de notre nation. Il faut avoir un État digne de ce nom, qui soit solide, parce que nous vivons à une ère géopolitique extrêmement dangereuse, où les États fragiles risquent de se briser à tout moment. Donc on a besoin de renforcer l'État algérien, non pas par la force brutale, mais par la légitimité, par la confiance, par le travail pédagogique, par la participation de tous. Je sais que c'est difficile, je sais que les Algériens ont vécu des périodes compliquées et il n'est pas facile d'avoir de nouveau leur confiance, mais je pense et je suis persuadé que c'est le langage de la vérité, chacun portant sa vérité, mais éviter les louvoiements, éviter les faux fuyants, éviter le double discours. C'est de cette façon-là que petit à petit on restabilise la société et là elle pourra exprimer son potentiel et elle pourra aller très loin. Je pense que ce 21e siècle verra une Algérie beaucoup plus forte, beaucoup plus sereine, beaucoup plus prospère. Elle a tous les moyens, elle dépend de la volonté de ses enfants. Sahar Mdankom, merci bien.